Première chose, on peut aller chercher la constante de désintégration. Donc, on va avoir la constante qui va être égale à logarithme naturel de 2 sur la constante. Sur le temps de demi-vie. Donc, logarithme naturel de 2 sur... Alors, le temps de demi-vie, c'est important, il faut que vous le preniez en secondes. Donc, nous autres, il nous est donné en années 1599 ans. Alors là, pour convertir en secondes, on va faire fois 365,25 jours par an, fois 24 heures par jour, fois 3600 secondes par heure. Et ça va donner 1,374 fois 10 à la moins 11 secondes moins 1. Donc, ça, c'est la probabilité qu'un atome se désintègre en l'espace d'une seconde. Donc, évidemment, c'est faible, mais c'est normal. C'est normal. Parce que ça, c'est pour un atome. Mais il y a tellement d'atomes que malgré le fait que la probabilité soit très faible, il y en a quand même qui vont se désintégrer à chaque seconde. Ensuite, il reste à trouver le nombre initial d'atomes N0. Alors, dans le fond, le nombre initial d'atomes N0, c'est, dans le fond, le nombre de moles fois le nombre d'Avogadro. Et le nombre de moles, c'est la masse molaire, la masse d'échantillon sur la masse molaire. Donc, autrement dit, ça fait en sorte que le nombre initial d'atomes, c'est la masse d'échantillon fois le nombre d'Avogadro sur la masse molaire. Donc, la masse d'échantillon, c'est 1 gramme fois la masse molaire, fois le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 à la 23 atomes par mol, divisé par le nombre de la masse molaire, 226 grammes par mol. Alors ici, la masse, je l'ai laissée en grammes, tout simplement parce que la masse molaire est en grammes par mol aussi, donc pas besoin de transformer ça en kilogrammes ici. Et ça va me donner le nombre d'atomes dans mon échantillon de départ, 2,66 fois 10 à la 21 noyaux de radium. Finalement, c'était pas tout à fait un problème plug and play. Il y avait quand même plusieurs éléments à mettre, quelques éléments du puzzle à mettre ensemble. Là, il reste juste à aller multiplier ces deux valeurs-là ensemble pour aller chercher le taux de désintégration initial, lambda fois le nombre de noyaux initial. Donc, on a 1,374 fois 10 moins 11 seconde moins 1 fois 2,66 fois 10 à la 21 noyaux. Donc, ça va donner une activité autour de 3,65 fois 10 à la 10 becquerel. Donc, ça, c'est le nombre de désintégrations par seconde auquel je peux m'attendre. Ensuite, on a ici un deuxième exercice que je trouve très intéressant par rapport à l'âge d'une roche lunaire. Si vous allez voir dans la page Wikipédia de la Lune, par exemple, vous allez pouvoir voir dans les colonnes, dans les données principales là, de la Lune, vous allez trouver son âge. Alors, comment on fait pour savoir ça? Un peu comme je disais, dans le Soleil, sur la page Wikipédia du Soleil, on peut savoir sa température surface, comment on fait ça. Puis là, on a compris, avec la loi de Wien, on peut, sachant la longueur d'onde qui est la plus émise par le Soleil, blablabla. Ben, un peu la même chose ici. Comment on fait pour savoir l'âge de la Lune? C'est pas évident, là. Cet exemple-là vous illustre comment on fait pour savoir l'âge de la Lune, carrément. La spectrométrie de masse des atomes de potassium et d'argon contenus dans une roche de la Lune révèle que le rapport entre le nombre d'atomes d'argon 40 qui sont stables et le nombre d'atomes de potassium 40 qui sont radioactifs est dans cette roche de 10,3. Supposez que tous les atomes d'argon aient été produits par la désintégration des atomes de potassium. Donc là, ici, on fait une hypothèse avec une demi-vie de 1,25 fois 10 à la 9 années. Donc 1,25 milliard d'années. En qualité d'expert, on vous demande quel est l'âge de cette roche lunaire. Donc, si je résume, ce qu'on fait, c'est qu'on prélève un échantillon de roche lunaire. Ensuite, on applique un processus expérimental qui s'appelle la spectrométrie de masse et ça permet de révéler le rapport entre la quantité de deux isotopes, le nombre d'isotopes d'argon 40 qui sont stables et le nombre d'isotopes de potassium 40 qui eux sont radioactifs. De même d'ailleurs potassium on avait parlé qui sont dans les bananes, là, isotopes radioactifs dans la banane potassium 40. Alors cet isotope-là est aussi présent sur la Lune. Et on a un rapport entre ces deux quantités-là d'atomes qui est de 10,3. Autrement dit, le nombre d'argon présent dans l'échantillon est 10,3 fois plus élevé que le nombre de potassium présent dans l'échantillon. Je répète, le nombre d'atomes d'argon est 10,3 fois plus élevé que le nombre de potassium présent dans l'échantillon. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on suppose par hypothèse, c'est une hypothèse qui est quand même valide, qui est
qui est quand même qui a du sens, là. On suppose qu'au départ, on a juste, dans le fond, du potassium. Puis éventuellement, ce potassium-là se transforme en argon. Fait qu'à un certain moment donné, vous obtenez, dans le fond, vous prélevez un échantillon de roche lunaire. Puis dans votre échantillon de roche lunaire, vous avez une grande quantité d'argon pour une assez faible quantité de potassium. Donc, on a un rapport 10,3 pour 1. Donc, autrement dit, il y a 10,3 fois plus d'argon que de potassium. J'ai représenté ici un peu symboliquement. Okay. Tout l'argon a été produit par la désintégration du potassium, mais le potassium, c'est pas désintégré encore au complet, fait qu'il en reste encore un peu. Donc, ce qui vous reste ici dans votre roche, quand vous la prélevez, vous l'analysez, c'est le potassium restant qui s'est pas encore désintégré. Donc, quand on va appliquer l'équation de désintégration radioactive, on va l'appliquer pour quel atome? Pour le potassium ou pour l'argon? Première chose qu'il faut se poser comme question. Pour quel atome est-ce qu'on va appliquer la désintégration? Qu'est-ce qui se désintègre? Alors évidemment ici, c'est le potassium, n'est-ce pas? C'est lui qui est radioactif. L'argon est stable, il n'est pas radioactif, l'argon. Donc c'est l'isotope de potassium qui est radioactif. C'est lui qui va se désintégrer. Donc, quand on va appliquer notre équation de désintégration radioactive, on va l'appliquer obligatoirement au potassium. Pas le choix, parce que c'est lui qui se désintègre. Et T dans cette équation-là, ça va être où T est l'âge de la roche. Autrement dit, on suppose que la Lune est créée au moment où les atomes de potassium sont créés, autrement dit. Donc, les atomes de potassium sont créés en même temps que la Lune. Tu sais, je veux dire, de toute façon, on ne cherche pas un temps à la seconde près, là. Ce qu'on cherche, c'est juste une estimation. C'est quoi l'âge de la Lune? Est-ce que c'est 2 milliards d'années, 3 milliards d'années, 3,5 milliards d'années, 4,2, 5,4, 10, 100 milliards d'années? C'est ça qu'on veut. On veut un ordre de grandeur, disons, au dixième ou au centième de milliard d'années près, mais on veut pas quelque chose très précis. Donc, grosso modo, on peut faire l'hypothèse que, dans le fond, la Lune a été créée en même temps que le potassium qui a créé, qui compose la Lune. Donc, autrement dit, la Lune a été formée et à ce moment-là, le potassium a été créé. Et ce potassium-là commence à se désintégrer progressivement en argon. Donc, le nombre d'atomes de potassium va décroître exponentiellement selon notre équation ici. Fait que T, dans cette équation-là, ça va être l'âge de la roche. Puis là, dans le fond, ça ici, ça va être le nombre actuel d'atomes de potassium dans l'échantillon. Donc ça, c'est le nombre actuel, ou plus précisément au moment de l'analyse. Mais bon, c'est pas besoin de considérer que c'est au moment précisément de l'analyse, parce que comme je disais, on cherche quelque chose aux dizaines de millions d'années près. Donc c'est pas on cherche pas quelque chose de très, très, très précis. Et ensuite, le N0, ça c'est le nombre initial d'atomes de potassium. Donc, en fait, c'est le nombre qui était présent au moment de formation de la roche. Et là, la clé, je vais pas terminer le problème avec vous, mais je vais vous donner je vous ai déjà donné une clé ici, mais je veux juste vous donner une dernière clé, c'est que le nombre d'atomes initial de potassium, on peut pas le savoir directement. Parce que on peut pas le mesurer. On ne sait pas combien il y avait d'atomes de potassium dans l'échantillon au moment où la roche s'est formée. Donc, il faut qu'on enlève cet inconnu-là. Alors, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut considérer le fait, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est que l'atome de potassium se transforme en argon. Et ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'un atome de potassium se désintègre, ça forme un atome d'argon. Okay? Donc, pour chaque atome de potassium perdu, vous avez un atome d'argon qui est créé. Fait qu'à partir de ça, vous allez pouvoir déduire une équation et faire aussi un lien avec le nombre final qu'on obtient entre le nombre de potassium et le nombre d'argon. Et on a un rapport de 10,3 entre les nombres finaux des deux atomes. Donc, vous pouvez faire une autre équation algébrique à partir de ça. Et en mettant tout ça ensemble, vous allez pouvoir trouver la réponse, l'âge de la roche lunaire, donc par extension, l'âge de la Lune. Donc, c'est vraiment, vraiment fascinant ça, parce que, tu sais, je veux dire, c'est vraiment une façon concrète de vous montrer comment on peut calculer l'âge d'une roche.
carrément. Comment calculer l'âge de la Lune? Ben, c'est comme ça. C'est incroyable. Fait que vous avez la réponse pour pouvoir vous auto-corriger. Je vous laisse le faire. Je vais appeler ça un défi. C'est pour ça que je voulais quand même vous guider un peu à travers ça. Mais ça reste peut-être encore un défi. Mais c'est ça, c'est voulu comme ça. Donc, si vous réussissez à relever le défi, je vous lève mon chapeau. Cela dit, c'est pas infaisable, c'est pas ça que je veux dire, là, mais c'est juste essayer, puis si vous réussissez à relever le défi, vous allez être vraiment fiers. Donc, je répète, on a cette clé-là ici. Ensuite, on a le fait que chaque atome de potassium se transforme en argon. Donc, forcément, à chaque argon qu'on crée, on a perdu un nombre de potassium par rapport à notre nombre initial. Et finalement, le rapport final entre le nombre final d'argon et le nombre final de potassium doit donner un rapport de 10,3 en faveur de l'argon. Donc, le nombre final d'argon est 10,3 fois plus grand que le nombre final de potassium. Alors ça, c'est les clés. Et maintenant, il reste à mettre ça en mathématiques et trouver... Alors, je vous laisse le faire. C'est vraiment un beau défi à relever. Magnifique photo. Prise par les premiers astronautes. Je pense que c'est Buzz Aldrin qui a pris la photo de Neil Armstrong, mais je suis pas certain, c'est peut-être l'inverse. Bref, c'est vraiment fascinant. C'est incroyable à quel point, d'une part, la qualité de la photo est tellement belle, je trouve. Si on voit vraiment le sol lunaire, ça ressemble à quoi? C'est quoi de marcher sur la Lune? C'est fou. C'est vraiment, vraiment, vraiment fascinant d'avoir été capable de marcher sur la Lune en 1969, alors que les ordinateurs qui permettaient de faire les calculs pour la fusée, c'est même pas la puissance de calcul d'un téléphone intelligent d'aujourd'hui. C'est incroyable. Mais il n'y avait pas de puissance d'ordinateur comme il y avait aujourd'hui, mais il y avait la puissance intellectuelle par contre. Là. Il y avait du jus de cerveau là, qui était là. Puis il y avait beaucoup de moyens aussi. Il y avait beaucoup de moyens financiers, évidemment. Puis par rapport à toutes ces rumeurs comme quoi tout ça aurait été une machination, puis ce serait pas vrai. Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Je pense qu'il y a aucun doute. Là. C'est un fait historique avéré. Même l'Union soviétique a jamais remis ça en doute. Là. C'est un fait établi. On a marché sur la Lune en 1969. L'âge d'un fossile humain. Le dernier exemple que je veux faire, en fait, alors ça, c'est pour vous illustrer la technique de datation au carbone 14. Mais en même temps, je trouvais ça intéressant de faire la Lune aussi parce que la Lune, voyez-vous, c'était pas du carbone 14, c'était un autre. Donc, il y a plusieurs isotopes qu'on peut utiliser pour mesurer différentes choses. Donc, pour les roches, on va utiliser, par exemple, les désintégrations dans mon exemple, là, c'était le potassium en argon. Je l'ai appliqué pour la Lune, mais on peut déterminer les âges de roches terrestres aussi. En géologie, c'est des principes qui sont utilisés pour déterminer l'âge des roches terrestres puis reconstruire l'histoire de notre Terre. Alors, c'est extrêmement puissant comme analyse. Donc, en général, c'est ce qu'on appelle la datation isotopique. On utilise finalement des isotopes radioactifs pour dater. Comme si les petits isotopes qui se désintègrent après un temps précis ou à intervalles de temps réguliers, c'est comme si c'était toutes des petites montres finalement qui témoignent un peu de l'histoire des roches puis des organismes vivants aussi, des fossiles. Alors justement ici, je veux faire un exemple pour un fossile. Donc, les fossiles, dans le fond, les fossiles d'êtres vivants contiennent bien sûr du carbone et entre autres du carbone 14. On a déjà parlé, qui est un isotope radioactif. Donc, pendant que vous êtes vivant, présentement, vous avez plein de carbone 14 dans vous, mais quand un organisme meurt, éventuellement, le carbone 14, il reste là, mais il se désintègre progressivement. La demi-vie du carbone 14 est de 5730 ans. La concentration de carbone 14 dans un être vivant est de 6,5 fois 10 à la 10 noyaux de carbone 14 par gramme de carbone. Donc, autrement dit, prenez un morceau d'être vivant, ensuite concentrez chimiquement pour avoir juste du carbone. Okay? Donc, isoler une certaine quantité de carbone pur de cet organisme-là ou de ce fossile-là. Et ensuite, ce carbone-là va contenir une certaine concentration de carbone 14 qui est de 6,5 fois 10 à la 10 noyaux par gramme de carbone. Donc, dans votre carbone qui est isolé, là, vous avez un concentré de carbone que vous avez isolé chimiquement. Alors, ce concentré de carbone-là, dans chaque gramme de ce carbone-là,
il va avoir 6,5 fois 10 à la 10 noyaux par gramme de carbone. Ça, c'est dans un être vivant. Donc, ou un être qui vient de mourir, ou mettons qui est mort récemment. Par contre, en fait, cette quantité-là de noyaux de carbone 14 par gramme de carbone va demeurer constante pendant toute la vie de l'être humain. Parce que, en fait, on régénère toujours notre carbone en mangeant finalement, donc et en respirant aussi. Donc finalement, on absorbe toujours du nouveau carbone par notre respiration, par notre alimentation, ce qui fait en sorte que notre carbone se tient toujours à jour en fait. Fait que même si oui, notre carbone dans notre organisme, notre carbone 14, oui, il se désintègre, mais la quantité totale, la concentration de carbone 14 reste la même parce que vous absorbez toujours du nouveau carbone dans le fond. Fait que votre concentration de carbone 14 reste toujours à jour, c'est-à-dire 6,5 fois 10 à la 10 carbone 14 par gramme de carbone. Et cette concentration-là, en fait, c'est la concentration de carbone 14 dans l'atmosphère. Donc, dans l'atmosphère, dans la terre en général, dans les aliments que vous mangez, cette concentration-là, ça reste toujours ça. Donc, vu que vous vous réalimentez toujours en air, en aliments, ben vous reprenez toujours la concentration de carbone 14 qui est présente sur Terre, dans l'atmosphère, puis dans les plantes, etc. Par contre, à partir du moment qu'un organisme est mort, à ce moment-là, il n'échange plus avec son environnement. C'est-à-dire qu'il n'absorbe plus de carbone. Donc, il ne respire plus et il ne mange plus. Donc, il ne met plus à jour son carbone, entre guillemets. Donc, son carbone va commencer à se désintégrer. Ben, en fait, il va continuer à se désintégrer comme pendant sa vie, mais là, il n'est plus remis à jour. Donc, autrement dit, la concentration de carbone 14 va commencer à diminuer exponentiellement à partir du moment de la mort de l'organisme. Donc, si ici on aurait la concentration de carbone 14 en fonction du temps, pendant que l'organisme est vivant, sa concentration de carbone 14 est constante. Okay, ça, c'est pendant qu'il est vivant. Et à partir du moment que cet organisme est mort, sa concentration de carbone 14 va chuter de façon exponentielle, selon la loi de décroissance exponentielle qu'on a vue au début de la section. Pourquoi? Justement parce qu'il n'ingère plus de nouveau carbone, il ne le remet plus à jour, il ne remet plus à jour par rapport à son environnement, par rapport à l'atmosphère, à la Terre, tout ça. Donc, autrement dit, son carbone 14 ne fait que se désintégrer, donc sa concentration diminue exponentiellement. Et l'idée, donc ici c'est quand l'organisme est mort. Et l'idée c'est que, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que ici, admettons qu'on trouve le fossile de l'organisme lorsque la désintégration est rendue ici. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Le principe est le suivant, c'est que on va aller mesurer c'est quoi la concentration de carbone 14 à ce moment-là. Puis là, en voyant que, OK, la concentration normale ici, c'est justement 6,5 fois 10 à la 10 noyaux par gramme de carbone. Fait que ça, c'est la concentration de base, puis c'est la concentration qu'il a pendant il est vivant, puis c'est la concentration qu'il a au moment où il meurt. Mais à partir de là, cette concentration-là, elle décroît exponentiellement. Fait que là, dans le fond, on va se servir de ces atomes de carbone comme des petites horloges. Et là, ce qu'on va faire, donc on va aller mesurer c'est quoi la concentration de carbone ici. On va prélever un échantillon du fossile. On va, par des méthodes chimiques, isoler une certaine quantité de carbone dans cet organisme. Et ensuite de ça, avec cette quantité de carbone, on va mesurer combien y a-t-il de désintégrations par seconde. Et à partir de ça, ça va nous permettre d'aller chercher la concentration de carbone 14 qui reste dans 1 gramme de carbone de l'organisme fossilisé, dans 1 gramme de carbone du fossile. Combien de concentration il reste? Et vous aurez deviné, dans le fond, l'affaire, c'est que le carbone 14, cet isotope-là, son rythme de décroissance, il est connu parce qu'on connaît sa demi-vie. Donc, on sait à quel rythme est-ce que la concentration décroît. Donc, en allant mesurer ici la concentration, une concentration X de carbone 14, et sachant à quel rythme est-ce que la décroissance se fait, on peut aller mesurer combien de temps s'est écoulé ici finalement.